Bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous suivent à distance. Je ne suis pas à côté de Sébastien Lecornu, vous l'avez remarqué. Il a, il avait aujourd'hui la visite, vous savez, d'État du roi et de la reine du Danemark et par ailleurs des échanges à avoir avec le ministre danois de la Défense dans le cadre d'un partenariat stratégique que la France souhaite négocier avec ce pays, son collègue Lund Poulsen. Donc, vous l'excuserez. Du coup, je suis à côté du très brillant Elie Tenenbaum, qui a le même âge d'ailleurs que Sébastien Lecornu. Vous savez, c'est comme à l'opéra, quoi, quand le directeur du théâtre est chargé d'annoncer un changement de casting, on dit qu'est-ce qui va se passer. Vous verrez, plus que haut la main, l'intervention d'Elie sera intéressante. Et après, vous pourrez dire, bah, j'y étais. Euh, on va faire un peu différemment parce que c'est notre séance conclusive. Donc, on a décidé, Elie et moi, d'avoir une sorte de débat, de conférence débat en 3 temps. Je vous ai expliqué ces 3 temps et puis d'avoir un large échange avec la salle. Étant donné, d'ailleurs, Elie, que toi, tu dois prendre un train, je crois, vers un peu avant 20h. Donc, tu devrais nous quitter vers 19h45. C'est ça, voilà. Exactement. Donc, Elie, vous le connaissez, il est membre du comité de pilotage de l'ACHER. Il dirige aujourd'hui le département sécurité de l'IFRI. C'est le centre d'études, c'est ça, centre d'études de sécurité de l'IFRI. Il est l'auteur d'un ouvrage avec Marc Ecker, La guerre de 20 ans, djihadisme et terrorisme, et qui lui a été couronné par le prix géopolitique, je crois que c'est en 2021. Avant, il avait écrit un autre ouvrage marquant, Partisans et centurions, histoire des guerres irrégulières au XXIe siècle. Et moi, j'avais été heureux qu'il écrive aussi dans cet ouvrage collectif Guerre sans frontières, un des chapitres de cet ouvrage qui est consacré aux guerres du XXe et du XXIe siècle. Alors, les 3 temps vont être les suivants. Il nous a semblé que c'était intéressant que cette conférence soit centrée autour de 3 débats qui sont à la fois d'actualité et qui sont des débats de fond. Le premier de ces débats, la première thématique, tournera autour des conditions de cessation du conflit ukrainien et de leurs conséquences sur la stabilité du vieux continent. Le deuxième thème concernera très directement le sujet des alliances qu'on a évoqué autour de tout ce cycle de conférences, avec la question de la dissension, du divorce transatlantique et de la prise en charge de leur sécurité collective par les Européens. Et le troisième, c'est la question de la politique de défense de la France et plus particulièrement le renouveau de notre politique de dissuasion nucléaire au regard du durcissement de la menace et d'un élargissement possible de la couverture de cette dissuasion à l'Europe. Alors, on s'est déjà réparti un peu les temps de parole, donc je vais poursuivre et commencer, et je passerai ensuite le micro à Elie. C'est vrai qu'on l'a dit à plusieurs reprises au cours de ce cycle, la guerre d'Ukraine, du début à la fin, a été un game changer, a été pour la sécurité européenne un point qui est historiquement absolument marquant. D'abord, au début, parce que c'était le retour de la guerre sur le continent européen. Ensuite, parce que je l'ai indiqué, les conditions ou les modalités de la cessation de ce conflit va durablement peser sur la sécurité européenne. Et puis, parce que, à l'occasion de ce conflit, une fracture qui était constatée, mais qui n'était que potentielle, s'est définitivement élargie entre la plupart des Européens et la Russie, nous replongeant dans une division du continent en deux. Enfin, même si on l'a dit là aussi à plusieurs reprises, ce conflit pour partie anachronique, des combats tranchés, des bombardements de villes, est aussi un conflit très moderne qui a interrogé les technologies, les équipements militaires et en particulier la problématique de la chaîne d'approvisionnement des armées européennes et de leurs équipements conventionnels pour faire face à des conflits futurs plus intenses, de plus forte intensité. La guerre, c'est toujours une épreuve de la volonté et on est à un moment où, au fond,
alors que après les trois actes qu'a connu ce conflit, l'invasion, le repli russe et ensuite c'est cette espèce de conflit statique autour d'une ligne de front, le risque c'est de voir la Russie politiquement l'emporter finalement parce que on lui aurait concédé la victoire. Et effectivement, après le premier choc qui a été celui du retour de la guerre en Europe, il y a un deuxième choc, au moins aussi profond, qui est celui de la trahison par les Américains de leur allié ukrainien et du risque de défaut de la garantie américaine à l'égard de leur allié européen, ce qui évidemment modifie beaucoup le contexte et sera d'ailleurs un des éléments qui va pousser aux interrogations qu'on aura dans la deuxième partie de cette conférence. Mais d'ores et déjà, ce qui frappe aussi, c'est une négociation qui a été menée, en dépit du bon sens, qui a été menée pratiquement en sens inverse d'une logique qui fait que normalement, l'arrêt d'un conflit, on passe par une désescalade constatée de la conflictualité, des phases de trêve, la fixation d'une ligne de démarcation, de cessez-le-feu, et bien sûr le contrôle des espaces aériens et maritimes pour permettre le retour à la normale. Et là, on n'est pas du tout parti dans cet ordre, on est parti dans un ordre tout à fait différent, où les Américains ont semblé, dès le départ, sur trois enjeux centraux, l'enjeu territorial, l'enjeu du statut futur de l'Ukraine et même le régime politique à Kiev, donner immédiatement des concessions à Moscou sur l'annexion des oblasts occupés, sur la non-protection, la non-intégration même future de l'Ukraine dans l'OTAN et sur l'affaiblissement auquel ils ont contribué par des scènes que je ne reprendrai pas dans le bureau Val, à l'affaiblissement politique de Zelensky, même si finalement cette scène s'est retournée à la faveur de Zelensky. Aujourd'hui, on constate quand même un certain grippage de toutes les tentatives qui ont été menées, celle de la trêve sur les frappes concernant les infrastructures énergétiques, qui était, je dirais, le plus petit point d'aboutissement possible d'un accord, avec notamment des frappes régulières russes, mais aussi supposément ukrainiens d'après les Russes hier sur un transformateur électrique russe. L'offre qui a été faite d'une trêve en mer Noire, au fond, c'est également un marché de dupes, puisque ça ne présenterait un avantage que pour les Russes, puisque les Ukrainiens, à cause de la guerre, ont trouvé des voies de dérivation de leur commerce, soit par voie terrestre, soit tout simplement en cabotant le long des eaux territoriales roumaines et bulgares. Et pose la question, dès lors que l'arrêt de la conflictualité n'est pas établi, de la liberté, de l'accès à la mer Noire par les détroits, que pour l'instant, la Turquie a accepté de bloquer, empêchant la marine russe de retourner dans la mer Noire tous les bâtiments qui n'y étaient pas présents. Et vous savez d'ailleurs que beaucoup de ces bâtiments qui étaient présents ont été détruits dans les premières phases de l'offensive et qu'aujourd'hui, la marine russe est très à distance dans la partie orientale de la mer Noire. Grippage du processus qui était un peu attendu quand on connaît les capacités diplomatiques, la maestria diplomatique de tous ceux qu'on a vus à l'œuvre dans cette affaire, et qu'au fond, ont laissé d'abord Trump s'empêtrer, ont ouvert toute une série de tiroirs pour les refermer, comme plus récemment celui de placer l'Ukraine sous un statut onusien pour lequel il ne donnait pas d'explication particulière. Oui, pour l'organiser des élections, bien sûr, mais bon, voilà, tout ça sont des idées jetées à chaque fois en l'air et systématiquement, évidemment, contraires aux intérêts ukrainiens. Et puis, ils ont séquencé très intelligemment les négociations, tantôt à top niveau, tantôt à des niveaux techniques, et permettant comme ça de jouer la montre, de retarder et de continuer un grignotage sur le terrain qui, évidemment, met à l'épreuve les forces ukrainiennes avec une interrogation sur leur capacité à durer, alors qu'elles ont fait preuve, je dirais, Zelensky a fait preuve de sa bonne volonté, y compris d'ailleurs en se désengageant même assez rapidement sous la pression russe
de l'approche de Koursk, parce que c'était un prérequis posé par les Russes aux Américains. Et donc, on est dans une passe particulièrement difficile. Est-ce que, comme certains le disent, ce qui n'a pas été obtenu en 24 heures, comme le prétendait M. Trump, pourrait l'être en 100 jours? C'est-à-dire, on voit d'ailleurs, il y a eu une visite du président finlandais à Washington qui disait que ce serait bien parce que c'est Pâques. On avait vu exactement les mêmes choses, je vois, Alain Richard, au moment de la guerre du Kosovo. On ne sait pas pourquoi Pâques la guerre du Kosovo devait s'arrêter à Pâques. Alors là, la guerre de l'Ukraine doit s'arrêter à Pâques. Mais enfin, tout ça n'est pas forcément très, très réaliste dès lors que tout reste suspendu à, je dirais, 3 blocs de considération. Fixer une ligne de démarcation, comment sécuriser les espaces aériens et maritimes, comment déployer une force d'observation qui serait simplement là pour attester que l'accord est respecté. Le deuxième bloc, c'est le statut de sécurité de l'Ukraine et les modalités d'une réassurance possible par les Européens. Et le troisième bloc, eh bien, il est en réalité pour partie lié à la négociation des Ukrainiens avec Washington. Ce sont les concessions, ce sont les dédommagements, c'est les discussions sur les minerais et les terres rares. Mais pour les Européens, tout ça veut dire aussi un partage du fardeau très déséquilibré dans la reconstruction, et y compris d'ailleurs pour les Ukrainiens, ça privait d'une partie de ressources leur permettant de reconstruire leur pays. Et puis, c'est par-dessus tout ça la problématique de la levée des sanctions. Si, je dirais, il n'y a pas d'avancée dans ces trois voies, c'est vrai que je vois un risque, pas simplement celui de l'impatience de Donald Trump, qui l'a manifesté, mais qui a tout de suite été rejoint par Poutine, qui a dit, comme toujours, et cette habileté, bon, calme le jeu, je suis prêt de nouveau à discuter, à ouvrir des portes, etc. Mais c'est le risque qu'on a déjà perçu au départ d'une tentative d'accord imposé, et qui impliquerait évidemment que Zelensky soit dans une situation empêchée, ou que, ce qui est aussi une autre possibilité, dans la montée ou dans les surenchères, qu'ayant ce pistolet sur la nuque, il refuse lui-même de signer un accord qui ne soit pas possible. Et donc, on trouve quelqu'un, comme c'est arrivé parfois dans l'histoire, qui signerait cet accord, mais évidemment, sans légitimité politique, sans le soutien de son opinion publique et de la population. Et là, ce serait vraiment un accord qui, alors j'ai souligné toutes les difficultés pour parvenir à quelque chose d'un tant soit peu sûr, garanti, consolidé. Là, on serait évidemment, en plus de ça, dans un accord qui ne serait pas accepté par une partie de la plupart de l'opinion ukrainienne et qui serait un coup de force politique sur ce régime. À toi, Elie. Yeah. Oui, pour cette invitation de dernière minute, je note que l'année dernière, j'avais fait la première conférence de l'année parce que le SEMA était en retard et donc je devais chauffer la salle. Donc là, je fais la dernière. Je pense que l'année prochaine, je pourrais intervenir quelque part entre les deux. Mais merci en tout cas pour cette invitation et pour cet exercice auquel je me plie avec plaisir. Ça, je vous laisserai en décider, mais en tout cas avec plaisir, avec intérêt, pour échanger sur des questions effectivement majeures, et on voit sous nos yeux évoluer l'environnement stratégique de la France, de l'Europe, malheureusement de façon extrêmement dégradée en l'espace de quelques années. Et quand on regarde par le rétroviseur et qu'on voit les travaux de la revue stratégique de 2017, et je parle pas des exercices comme ceux du livre blanc de 2013, voire de 2008, on constate l'ampleur de la manière dont les périls se sont rapprochés, dont des questions qu'on considérait comme encore lointaines sont effectivement aujourd'hui s'imposent au débat sur la réflexion stratégique nationale et évidemment européenne. Donc sur l'Ukraine, je vais pas reprendre tout ce que tu as dit, c'était extrêmement clair et juste. 3 points en complément. La dynamique militaire, tout d'abord. Ensuite,
le changement de pied américain et la dynamique des négociations. Et enfin, cette question européenne des garanties de sécurité qui nous occupe et qui occupe une bonne partie de la diplomatie européenne, et notamment à Paris et à Londres ces dernières semaines. Vous avez tous pu suivre ce ballet diplomatique. Sur la dynamique militaire, parce que c'est quand même le point de départ du rapport de force avec lequel chaque belligérant entre aujourd'hui dans la scène diplomatique, on a, ça l'a été souvent dit, une supériorité matérielle russe qui n'est pas de même nature que ce qu'elle était il y a un an, c'est-à-dire que dans le domaine de l'artillerie, de la puissance de feu, par exemple, les choses se sont en fait compensées. En revanche, sur le plan des effectifs, du personnel déployé, on a effectivement une supériorité qui ne cesse de croître du fait des difficultés ukrainiennes en termes de mobilisation et de la capacité russe qui n'est pas infinie, à offrir des bonus considérables à des engagés volontaires qu'ils consomment sans modération. On parle de vagues humaines, mais voilà, j'étais en Ukraine l'été dernier, et j'ai encore eu des échanges avec des Ukrainiens qui revenaient du front très récemment. On a effectivement ces assauts d'infanterie débarqués qui grignotent le territoire, alors pas de manière extrêmement spectaculaire et de manière moins rapide ces 3 derniers mois pour le début 2025 que ce qu'on voyait à l'automne dernier. Donc il y a une forme de stabilisation, ou en tout cas de reprise, de reprise en main d'une retraite très lente et en relativement bon ordre des Ukrainiens, qui est un point important puisque ça amène à une anticipation à nuancer des 6 prochains mois, voire de la prochaine année. Effectivement, tu l'as dit, les Russes considèrent avoir le temps moyen pour eux, du fait de cette supériorité matérielle. Il n'est pas dit qu'ils sachent en tirer pleinement profit pour changer fondamentalement le rapport de force sur le théâtre, et on voit poindre de fait un certain nombre de difficultés malgré tout de l'appareil militaire ou industriel russe. D'abord, ils arrivent malgré tout au terme des stocks de la guerre froide, et on le voit déjà du fait qu'ils ont très largement dû démonter leurs offensives. On voit pratiquement plus d'assaut mécanisé sur le théâtre, hein. Comme je disais, c'est de l'infanterie à pied. Alors ils ont réinvesti, ils ont lancé en même temps une industrie de guerre dans laquelle voilà, ils ont considérablement investi il y a 2 ans et demi, qui commence à donner ses fruits. Donc il y a des nouvelles usines et de nouveaux matériels qui vont arriver, mais dans des quantités quand même bien moindres que ce qu'on avait sur les 2 années ou les 3 années précédentes. Et donc on va avoir malgré tout un rapport de force un petit peu modifié à l'horizon de l'été, je pense, avec des dynamiques dont il ne faut pas présumer de la supériorité des uns et des autres. Après, il y a une fatigue ukrainienne qui est évidente, une fatigue démographique, une fatigue morale qu'on comprend et qui évidemment joue dans l'intérêt que les Ukrainiens eux-mêmes ont à un moment à une stabilisation du front, voire un gel relatif des hostilités. Mais encore une fois, ils ne sont pas aujourd'hui dans un niveau de précarité tel qu'ils soient forcés d'accepter n'importe quel règlement immédiat. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous avoir en tête au moment où effectivement il y a un certain nombre de choses qui sont mises sur la table. Ce qui nous emmène directement à la question des négociations. Tu l'as dit, les Ukrainiens ont d'ores et déjà fait des concessions considérables sur leur niveau d'exigence qui était le leur il y a moins d'1 an. Je prends comme étalon le plan pour la victoire que Volodymyr Zelensky avait présenté à Biden à la fin du mois d'août 2024.
qui, comme son nom l'indique, était encore un plan pour la victoire, et donc la reconquête des territoires et une capacité ukrainienne à imposer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les positions ukrainiennes sont bien loin de ce qu'elles étaient au mois d'août-septembre dernier. Les concessions territoriales, alors il ne s'agit pas de concessions de droit, on ne demandera pas aux Ukrainiens de reconnaître la légalité de cette annexion des territoires des 4, on devrait dire 5 oblasts, puisque la Crimée a été également annexée dans une précédente temporalité. On ne demande pas de le reconnaître, d'autant plus que les territoires annexés sont plus larges que les territoires effectivement occupés militairement. Je rappelle que l'essentiel de l'oblast de Lugansk, mais qu'une petite majorité de l'oblast de Donetsk et une petite minorité de l'oblast de Zaporizhia et de Kherson sont actuellement occupés au sud et à l'est de la ligne de front, et donc c'est pas tous les territoires annexés qui sont effectivement occupés par la Russie. Mais on leur demande, eux semblent prêts aujourd'hui à reporter sine die la perspective d'une reconquête de ces territoires, et c'est une concession considérable puisque encore une fois, dans la perspective ukrainienne, et quand vous y allez, il est très clair que ces territoires sont considérés comme des territoires sur lesquels, et c'est le cas, des crimes de guerre sont commis régulièrement par l'occupation russe. Et donc, vous avez la question de la déportation des enfants, vous avez un certain nombre de choses qui fait que renoncer à recouvrer la souveraineté effective sur ces territoires, c'est une véritable concession. C'est pas juste une forme de réalisme ou de pragmatisme comme certains le disent. Ils ont aussi très largement revu à la baisse les ambitions en termes de poursuites criminelles, pénales, internationales, ce qui constituait évidemment un irritant. Là aussi, c'est une concession importante. En face, du côté russe, en revanche, on n'a pas du tout eu de révision à la baisse du niveau d'ambition. La Russie continue de fixer ses objectifs dans la terminologie qui est celle de la Russie de démilitarisation et de dénazification. Je mets évidemment des guillemets autour de ces expressions qui sont celles du régime de Moscou. Derrière démilitarisation, il parle d'un contrôle effectif, d'un droit de regard de Moscou sur la constitution des forces armées ukrainiennes et les alliances qui pourraient être les leurs, y compris avec des pays européens. Et dénazification, c'est un droit de regard sur le régime politique à Kiev, et donc effectivement cet appel à l'organisation d'élections, c'est pas les élections qui intéressent Vladimir Poutine évidemment, c'est le droit de regard que la Russie puisse avoir sur un quelconque processus politique. Voilà. Donc on retrouve ici les objectifs de souveraineté limitée qu'on connaissait à l'époque du pacte de Varsovie et qui d'une certaine manière n'ont pas bougé. Qu'est-ce qui bouge dans cette dynamique de négociation? C'est évidemment le changement de pied américain qui vient apporter à ce rapport de force une coloration très différente. Il ne faut pas se mentir, on avait de toute façon, quels qu'eût été les résultats de l'élection américaine de novembre dernier, une volonté américaine de réduire et la facture de leur engagement militaire aux côtés de l'Ukraine, et d'une certaine manière ce qui est considéré comme un abcès qui les détournait d'autres priorités. Donc ça aurait pris une forme évidemment, je pense, très différente avec Kamala Harris. Mais pour avoir échangé avec les équipes de campagne des deux camps, c'était quelque chose qui était présent, et donc il ne s'agit pas non plus de refaire l'histoire en s'illusionnant que c'était juste une question de démocrates ou de républicains. Non, on avait de fait une forme de consensus sur le fait que le type d'aide qui avait été reçu entre 2022 et 2024 par l'Ukraine venant des États-Unis, ne serait pas reconduit sous cette forme-là. Évidemment, avec l'administration Trump, ça prend une forme d'autant plus massive et brutale qu'elle s'accompagne non seulement d'une menace sur le niveau d'engagement, mais d'une appropriation par la Maison-Blanche d'une large partie du récit
russe sur les causes et d'une certaine manière la trajectoire du conflit lui-même, voire plus largement, ça sera le sujet de notre point plus tard, de l'ordre de sécurité en Europe, voire dans le monde, avec la validation implicite de l'idée de sphère d'influence qui doit évidemment nous alerter tout particulièrement. Et ce n'est pas que la sécurité de l'Ukraine qui est en jeu ici, mais bien un ordre de sécurité. Je ne parle pas d'architecture parce que le terme est connoté historiquement maintenant, grâce à l'ancien président Medvedev, mais bien un ordre de sécurité en Europe. C'est ça qui guide évidemment les premières négociations à Riyad et Jeddah et qu'on voit bien qui nous préoccupe en tant qu'Européens particulièrement. Là-dessus, quelle est la dynamique compte tenu de ces concessions ukrainiennes, de cette absence de concessions russes, de cette transformation de la posture américaine de soutien de l'Ukraine que les États-Unis représentaient depuis 2014 en médiateur, ne souhaitant plus prendre parti. Eh bien évidemment, ça met les Européens qui s'étaient engagés aux côtés de l'Ukraine en première ligne comme soutien et comme garant de l'Ukraine, avec pour mission de renforcer la main ukrainienne dans ces négociations. Les Européens ne participent pas, mais sur lesquelles ils influent indirectement par l'aide et les garanties qu'ils peuvent apporter à l'Ukraine. D'où cette question, vous avez beaucoup dû voir passer, sur la problématique de ces garanties de sécurité. Alors de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de garanties de sécurité? D'abord, il y a une longue histoire plutôt malheureuse des garanties de sécurité pour l'Ukraine depuis son indépendance. Là aussi, c'est des choses qui ont déjà dû être vues parfois par certains d'entre vous. Le mémorandum de Budapest en 1994, dans le cadre duquel l'Ukraine renonçait aux armes nucléaires dont elle avait hérité de l'Union soviétique dissoute, en échange de garanties territoriales qui avait été co-signé, contre-signé par la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne à cette époque-là, garantie qui n'impliquait aucune mesure technique et encore moins militaire, et qui, lorsque cette fameuse intégrité territoriale a été violée par la Russie, l'un des États garants en 2014 avec l'annexion de l'Ukraine, évidemment, n'a entraîné aucune rétorsion substantielle, même si, et Louis le sait ici, il y a eu des sanctions, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en place par les États-Unis et la Grande-Bretagne, notamment au titre de ce soutien, mais évidemment, on n'a pas fondamentalement permis de préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Après 2014, on a eu le processus des accords de Minsk de 2014, puis des Minsk II en 2015, avec la France et l'Allemagne qui ont joué un rôle important en termes de médiation dans le format qu'on appelait Normandie. Là aussi, un certain nombre de garanties de sécurité devaient accompagner l'Ukraine et n'ont pas empêché d'abord la violation à plus d'une vingtaine de reprises par la Russie de ces accords de cessez-le-feu entre 2015 et 2022, puis de la violation la plus massive avec le déclenchement de l'invasion à large échelle le 24 février. Donc l'Ukraine a une histoire relativement amère de ces garanties de sécurité qui lui ont été données à deux reprises et qui ont été violées à deux reprises. Et la position du président Zelensky, y compris dans cette fameuse vidéo du bureau ovale, quand il dit, qu'on lui demande « mais que voulez-vous ?» Il dit « ce que je veux, ce sont des garanties ». Quand il dit « garanties », ce sont des garanties sonnantes et trébuchantes, solides, et des engagements qui n'engagent pas que ceux qui les écoutent, mais bien ceux qui les donnent également, et donc avec un double niveau. La manière dont les choses sont présentées aujourd'hui, je pense que c'est important, reste que une Ukraine forte, capable de se défendre elle-même, est de toute façon la première ligne de cette garantie, c'est-à-dire une Ukraine qui continue de recevoir les moyens de s'armer, de s'entraîner et d'être militairement crédible, et elle l'est militairement crédible puisqu'elle a mis en échec
militairement la Russie depuis 3 ans. Pour ça, ça veut dire continuer à acheminer une aide que les Américains pourraient suspendre, et donc un trou militaro-financier de quelques 40 à 60 milliards de dollars par an, estimé comme tel. On peut sans doute s'en sortir avec un petit peu moins, mais qui pose une question assez urgente pour l'Europe, notamment dans un certain nombre de domaines: la défense aérienne, la production de munitions, et notamment de munitions complexes, et enfin un certain nombre de chaînons logistiques, et j'ajouterais peut-être de soutien spatial, notamment en termes de communication, quand on voit le rôle qu'a pris un instrument comme Starlink dans l'efficacité de la défense ukrainienne. Soit dit en passant, le contrat Starlink pour l'Ukraine est payé par le gouvernement polonais, et c'est donc un contrat de droit privé qui n'implique pas les États-Unis, ce qui pose des questions de droit intéressantes dans le cas d'une éventuelle rupture, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un échange assez musclé entre le ministre Sikorsky et Elon Musk sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Ça, c'est la première ligne, c'est l'aide, le maintien d'une aide. La seconde ligne, et c'est ce qui fait l'objet de beaucoup de discussions dans la presse ces derniers temps et de ces fameux échanges, notamment franco-britanniques, c'est le déploiement d'une force de garantie ou d'une force de réassurance qui serait là, non pas, et je m'inscris en faux contre le terme de maintien de la paix ou de force d'observation, qui serait là pour observer de manière neutre le long d'une ligne de contact un cessez-le-feu, mais bien une force qui soit là aux côtés des Ukrainiens, visant à dissuader, emploie le terme à escient, une reprise d'une invasion à large échelle par la Russie, et fondamentalement à se positionner entre ce qui est aujourd'hui la ligne de contact et les grandes villes ukrainiennes, c'est-à-dire à continuer à protéger Kiev, Odessa, Dnipro, etc. C'est pas forcément une force considérable de ce point de vue-là. On n'a pas besoin de remplir l'ensemble des 1200 km de ligne de front. Mais une force suffisante pour éventuellement faire peser, on va dire, une menace à la fois militaire et puis politico-stratégique sur une volonté russe de violer un éventuel cessez-le-feu. Alors, il y a différentes options qui sont évoquées, je ne vais pas rentrer dans les détails. Certains parlent d'une coalition aérienne uniquement. On peut regarder du côté de ce qui avait été fait avec Northern Watch et Southern Watch en Irak après la guerre du Golfe, une forme de zone d'interdiction aérienne en se fondant sur une supériorité aérienne occidentale par rapport à la Russie qui a mal utilisé son arme aérienne. Et puis il y a des formes plus robustes avec des troupes terrestres qui seraient déployées. On peut parler du périmètre de cette coalition sur le plan géographique. Avec quelle coalition? Ce qui se dégage aujourd'hui, c'est, vous l'avez vu, un leadership franco-britannique qui est plutôt naturel en termes d'expérience et d'aguerrissement des forces. On a pu espérer à un moment que la Pologne se joigne pour former une forme de triumvirat compte tenu des évolutions considérables du renforcement militaire polonais. C'est pas encore les options qui sont favorisées en Pologne. Et puis derrière, vous avez un format qu'on appelle le NB8, les Nordiques et les Baltiques, qui sont aujourd'hui quand même très engagés de ce côté-là, même si je mets pas les 8 pays dans le même paquet, certains le sont plus, d'autres moins, et qui me semble être quelque chose d'important. Après, il y a d'autres pays qui sont également motivés, on pourra en discuter. Je termine, c'est mon tout dernier point là-dessus, les questions qui restent en suspens, évidemment, à quel moment intervenir, à quel moment déployer cette force. Aujourd'hui, il semble clair que cette force ne pourrait être déployée qu'après un cessez-le-feu, mais est-ce qu'on parlerait d'un cessez-le-feu temporaire, comme ce qui a été négocié, en voyant bien que la capacité à le faire respecter peut être limitée, ou est-ce qu'on attend que les choses se gèlent concrètement et d'une certaine manière on laisse à Moscou la capacité à faire traîner les choses, comme tu l'évoquais, Louis, et surtout
enfin, que faire face à Moscou, face à un refus aujourd'hui russe de voir une telle force être déployée? Le président de la République a dit que c'était pas à la Russie de décider des accords que l'Ukraine décidait en toute souveraineté de passer avec d'autres États, d'autant plus si ces forces ne sont pas déployées sur la ligne de contact, et donc ils n'engagent pas d'action hostile contre les forces russes, elles ne deviennent pas pour autant partie au conflit. Et en même temps, il faut bien voir que sans garantie filet de sécurité américain, le fameux backstop, face à un test ou à une provocation russe, il faut que la force soit suffisamment crédible pour tenir au moins les premiers barreaux de l'échelle de l'escalade. Et ça, il va falloir avoir le cœur bien accroché et d'une certaine manière un sens aigu de la grammaire stratégique. Voilà, je m'arrête là. Merci Elie. Alors je rebondis d'abord. Les clarifications utiles que tu as données, une force d'observation internationale, c'est pas ce dont il s'agit quand on parle de force de rassurance. Cette force de rassurance n'est pas une force de maintien, encore moins d'imposition de la paix, comme on l'a entendu dire. C'est pas non plus une force d'interposition. Elle sera forcément en deuxième ligne et en retrait. Pour les forces terrestres, sur le sol ou à la périphérie immédiate, c'est une force de réaction rapide. Et puis, ce qui est au moins aussi essentiel, c'est le contrôle des espaces aériens et maritimes et leur pacification. Donc, pourquoi j'interviens là en disant, au fond, ces réassurances, telles qu'on les appelle aujourd'hui, la bonne volonté des Européens de participer à ces réassurances, vont-elles faire l'effet de levier vers un chantier qui lui est de plus long terme sur la défense européenne, mais parce que, d'une certaine manière, ils éclairent tout de suite les problématiques de la viabilité de ce chantier sur la mobilisation de financement pour continuer à soutenir l'armement de l'armée ukrainienne, sur les coûts que poserait une force de réassurance qui porterait sur sur au minimum une dizaine de milliers d'hommes pour être convaincante pour les forces terrestres, et les coûts dans la durée. Qui sont importants, parce qu'une force comme celle-là et tous les moyens de commandement aérien et maritime supposent à la fois du soutien logistique et des procédures et un cadre de commandement qui n'est pas évident à trouver, qu'on trouvait naturellement pour une opération comme le Kosovo à travers l'OTAN, mais quid. Et donc, on voit bien qu'on arrive à un moment où, indépendamment de la manière dont le conflit s'arrêtera, immédiatement, il éclaire le chantier de l'Europe de la défense, dont on a vu qu'il était très approprié au plan politique, avec énormément de déclarations, mais après tout, ce sont les réalisations concrètes qui vont peser immédiatement. Par exemple, je vois qu'il y a un peu une surenchère sur les milliards qui seraient donnés. La France vient de dire qu'elle rajouterait 2 milliards. Les Danois, puisqu'on parlait d'eux, 4 milliards de plus dans leur fonds de 8 milliards. Mais évidemment, si la guerre s'arrête, et puis, outre l'argent, ce qui compte, c'est essentiellement la capacité à livrer ou à continuer à livrer du matériel. Donc, ça éclaire toute une série des difficultés qu'a rencontrées à l'occasion de ce conflit, et maintenant, dans la phase finale de ce conflit, la défense européenne. Et je te laisse la parole pour commencer à évoquer ce sujet. C'est un deuxième sujet. Un peu plus concis là-dessus pour te laisser rebondir évidemment, en sachant que sur les capacités à honorer les aides, effectivement, on voit des pays, on voit une géographie de l'aide à l'Ukraine qui ne suit pas les hiérarchies habituelles des puissances en Europe, puisque comme tu évoques, le Danemark donne plus que la France, alors que l'économie des uns et des autres et les budgets de défense des uns et des autres sont sans commune mesure. Mais je m'arrêterai là sur ce commentaire, mais qui appelle quand même à des réactions. Et ensuite, le fait de savoir où sont commandés ces fameux armements ou sur quel stock ils sont prélevés a évidemment un impact, et dans l'immédiat, si c'est prélevé sur stock, sur le niveau de disponibilité des forces armées en Europe, et d'une certaine manière sur les plans de défense de l'Europe et de l'OTAN, et puis dans le cas des commandes, sur le paysage industriel qui se dessine de ce point de vue-là. Sur le périmétrage financier de tout ça,
le coût du déploiement d'une force et le coût de l'aide, ça se calcule. On est effectivement sur des sommes de plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards par an pour la partie d'aide à l'Ukraine entre déploiement des forces et soutien financier, qui se rajoute évidemment à un effort de réarmement de l'Europe pour elle-même et par elle-même. Et ça, c'est la problématique plus large dont l'Ukraine est finalement la pointe, le fer de lance, mais qui est plus large, puisque la semaine du 14 février dernier, qui a été mise en lumière par le discours du vice-président américain J.D. Vance à la conférence de sécurité de Munich, et qui avait été amorcée par un discours non moins important du secrétaire à la défense Pete Hegseth à Bruxelles, dans le cadre d'une réunion du groupe de contact justement pour l'Ukraine, mais qui éclairait beaucoup plus largement, est venu conforter, ou non, plutôt confirmer la crainte de beaucoup d'Européens sur la manière dont les États-Unis approchaient la question de la défense de l'Europe à court et moyen terme. Ça l'avait été dit, on le retrouvait dans les documents de campagne, il y avait des éléments qui sortaient de ci, de là. Il y avait évidemment le premier mandat Trump qui annonçait beaucoup de choses. Malgré tout, je dois dire que la plupart des Européens se raccrochaient à un espoir que finalement l'Amérique se maintiendrait dans une forme peut-être dégradée, peut-être amoindrie de sa contribution à la défense de l'Europe qu'elle exerce depuis 1945. Et évidemment, c'est pas du tout ça qui en est sorti, puisque si je cite Pete Hegseth, il souhaite désormais voir les Européens prendre la responsabilité de la défense conventionnelle du continent. Je cite de mémoire son discours de février à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que ça constitue, sachant que aujourd'hui, et ce depuis la fin de la guerre froide au moins, les plans de défense de l'OTAN, qui sont les plans de défense de l'Europe, puisque l'Union européenne n'a pas d'organisme de planification en matière de défense collective. Je pense que c'est important de le rappeler dans ce cadre-là, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le précise. Le cadre de la défense collective se fait dans l'OTAN. L'Union européenne a une politique de défense qui peut être industrielle, qui peut être sur des opérations de gestion de crise, etc. Mais la défense collective du continent, elle se fait d'abord dans le cadre de l'Alliance, et ces plans, ils supposent, peu ou prou, je ne vais pas rentrer dans les détails, une contribution américaine à hauteur de 50% des capacités. Donc si demain vous tombez à zéro, eh bien vous avez un trou qu'il faut combler, et dans quel délai, c'est un petit peu la question. Vous avez 3 scénarios aujourd'hui qui sont sur la table. Un scénario qui était considéré comme très pessimiste il y a encore quelques mois, mais qui est aujourd'hui peut-être le plus optimiste, celui que Camille Grand était venu présenter ici même d'une certaine manière dans le cadre de son rapport qu'il a co-dirigé pour le Belfer Center, qui est celui d'un retrait progressif en bon ordre et négocié et partiel des Américains. L'idée est de dire, d'ici 2030, vous passez de 50% d'engagement à quelque chose du style de 30 à 20%. Les Européens ont une feuille de route. On négocie entre adultes sur ce que vous retirez, ce que vous pouvez laisser, ce sur quoi on peut continuer à compter. Et ça nous donne la facture, d'une certaine manière, de ce qu'il faut remplacer. Et on va s'organiser entre Européens pour rester crédible. Ça, c'est aujourd'hui finalement le scénario optimiste où chacun s'entend. Et c'est ce à quoi pourraient travailler, et je pense travaillent les chancelleries européennes diverses et variées pour le sommet de l'OTAN qui est annoncé à La Haye au mois de juin prochain, et qui pourrait finalement annoncer ce calendrier. Ça, c'est évidemment sans compter la
la volonté américaine aujourd'hui du courant MAGA de surjouer le drame de la rupture. On l'a vu à Munich, volonté pour parler à un certain électorat de mettre en scène finalement une humiliation des Européens pour pouvoir dire regardez, on leur a tordu le bras, ils sont partis en pleurant et finalement on a obtenu ce qu'on voulait, et donc une forme qui pourrait emmener à quelque chose d'à peu près similaire, mais mise en scène par des Américains un peu plus dramatiques, ce qui créerait automatiquement des tensions internes à l'Europe en fonction de ceux qui accepteraient de courber les chines et ceux qui rebifferaient un petit peu, et puis une volonté américaine de dissocier entre les bons alliés et les mauvais alliés, quelque chose qu'on a vu avec cette séquence, encore une fois, de mi-février. Immédiatement après son discours à Bruxelles, au lieu d'aller à Munich comme les autres, Access est allé à Varsovie pour dire tout le bien qu'il pensait du réarmement polonais. Et donc, en jouant d'une certaine manière, certains alliés les uns contre les autres, en sapant l'idée même de cette cohésion stratégique dont on a plus besoin aujourd'hui que jamais, puisque la contribution américaine va être revue à la baisse. Donc ça, c'est la deuxième option, hein, qui est beaucoup moins favorable, avec une forme de pagaille européenne en prime, et une volonté américaine de dramatiser, d'humilier, etc. La troisième option, la plus négative, hein, c'est celle où on a non seulement un retrait massif et brutal, mais une forme de retournement d'alliance avec, pour un certain nombre de points, des États-Unis qui finalement adoptent le narratif russe sur ces fameuses sphères d'influence, reconnaissent finalement une forme de légitimité aux demandes russes de décembre 2021, dans laquelle, pour mémoire, la Russie exigeait un retour au statut hanté de 1997, c'est-à-dire avant l'élargissement de l'OTAN aux anciens pays du pacte de Varsovie, ce qui inclut la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, hein, pour l'élargissement de 97. Et avec une action beaucoup plus offensive encore d'ingérence américaine dans la politique européenne. Donc on a commencé à voir en soutien à un certain nombre de partis populistes ou ultra souverainistes qui viendraient finalement créer une zizanie dont peut-être l'idée même d'Union européenne, et c'est plus l'OTAN ici, avec la cohésion dont dépend la zone euro et notre quotidien socio-économique, hein, pourrait être sapé. Alors je suis pas là pour vous faire peur, hein, mais c'est évidemment ces questions. Face à tout ça, et c'est mon dernier point, on assiste malgré tout à une réaction notamment de l'Union européenne et des Européens plus largement. Il ne vous aura pas échappé l'annonce d'un plan intitulé initialement Rearm Europe, qui, à la demande italienne, a été rebaptisé Readiness 2030, donc pour la préparation 2030 de l'Europe face à un certain nombre de défis. On voit bien qu'on est passé sur des objectifs à 5 ans, 2030 c'est 5 ans. Avec un livre blanc sur la défense qui a été présenté par le commissaire Kubilius, premier commissaire à la défense de l'histoire de l'Union européenne. Hein. La Commission, historiquement, restait quand même assez éloignée de ces questions-là, avec un certain nombre d'instruments qui sont mis en avant. On peut discuter de leur pertinence au niveau des enjeux. Je ne vais pas les détailler ici. On a un mécanisme d'emprunt sous garantie pour les États qui s'appelle SAFE. On a un mécanisme de mise à distance de la clause des 3% du pacte de stabilité et de croissance dans le cadre des dépenses de défense, une forme d'autorisation de découvert, hein, pour les États à s'endetter pour la défense, et puis un certain nombre d'incitatifs qui existaient déjà mais qui sont renforcés à acheter en commun,
à faire du développement en commun avec une forme de préférence européenne qui fait beaucoup débat entre Européens sur qu'est-ce qu'on appelle un matériel européen. On peut rentrer dans le détail. Et évidemment, une industrie de défense européenne qui a vocation à croître derrière tout ça, dans une temporalité dont on sent bien qu'elle est malgré tout un peu décalée par rapport à l'urgence des échéances qui sont les nôtres. Voilà, je m'arrête là. Je reprends là. Effectivement, on peut penser que la séquence qu'on va vivre, en tout cas jusqu'à l'été, va impliquer des clarifications politiques. Tu l'as évoqué, le sommet de l'OTAN, les documents en cours et un peu reportés pour la France, la stratégie nationale, le livre blanc européen. Des clarifications opérationnelles ou sur le terrain, en fonction des garanties données ou non et de l'accord sur l'Ukraine. Et puis, il y a évidemment ce que tu évoquais à l'instant, le long terme, comment on construit dans la durée et comment il faut être prêt à s'adapter aux 3 scénarios que tu évoques. Le premier point, parce que c'est celui qui fait le plus l'objet d'annonces et par lequel tu as terminé, c'est la question des financements. Et là, on a quand même un peu l'impression que cette fois, la forêt cache le maigre mat de cocagne avec quelques jambons, parce que dans la réalité, on a annoncé 800 milliards, in fine, c'est 150 milliards de disponibilité possible, encore pour ceux qui pourront y émarger. Et donc, on verra. Ce qui compte en matière de financement de la défense, au-delà des annonces, des pourcentages de PIB qui ne signifient pas forcément grand-chose, c'est la dépense effective, c'est l'allocation de ressources aux industriels et les commandes d'armement. Donc, si on prend les choses de ce point de vue, je ne mésestime pas, hein, c'est quand même très utile, c'est quand même un sursaut, c'est quand même, y compris notamment pour la France à travers les 2 dernières lois de programmation et les annonces actuelles, quelque chose de tout à fait important, d'historique. Mais c'est ce que tu disais, il va falloir partir des annonces pour atterrir. Le fait d'alléger les contraintes du pacte de stabilité n'allège pas pour la France, par exemple, pour d'autres, la problématique du déficit budgétaire et du choix des dépenses et celui de l'endettement. C'est les marchés qui réagiront à l'endettement de la France, même si c'est un taux d'intérêt bonifié parce que le prêt est entre guillemets européanisé. Très légèrement, oui. Sur un dixième de pourcent. Donc, on verra bien la réalité, mais c'est vrai qu'on est, en tout cas pour les financements, sur des annonces qui constituent un tournant historique, y compris pour la France, et une volonté d'être au niveau. Le deuxième peut-être conséquence sur ces financements, c'est que ça va sans doute modifier la hiérarchie des puissances militaires en Europe. Parce que c'est pas pareil pour l'Allemagne qui peut mobiliser parce qu'elle a de bonnes finances publiques de l'argent que pour la France. C'est pas pareil pour le Royaume-Uni que, je sais pas, pour la Pologne ou pour d'autres. Et il y a aussi un risque d'abord de pays qui ne suivent même pas le train, comme l'Espagne, l'Italie, et donc qui posent quand même un véritable problème. Donc ça, c'est à mon avis, le premier défi et qui va se décanter forcément. Le deuxième, il est complètement corrélé, c'est ce que tu as évoqué en creux dès le début en disant il y a 50% de moyens américains qui assurent la couche de la supériorité stratégique et la cohérence opérationnelle. Et si on veut remplacer ça, si on veut pour partie récupérer ces créneaux et cette capacité, il faudrait une programmation militaire européenne ou au moins une convergence d'exercices de programmation. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des priorités qui sont affirmées dans les documents européens, les drones, la lutte anti-drone, les missiles, etc. Mais c'est très vague, ça ne fait pas une programmation, des choix de programme, des commandes d'armement. Et donc ça, c'est vraiment une question structurante. Le troisième défi, là aussi, la question de l'Ukraine va faire effet de levier, je l'évoquais un peu, c'est la structure. Quel est le cadre? Et quel est le cadre de commandement? On a beaucoup investi, nous aussi, quand même, Européens, même si les Américains nous ont toujours reproché de mal partager le fardeau dans l'OTAN. Et ce serait une erreur de passer par perte des profits l'OTAN. Il y a des connaissances, un know-how, de la compétence, des procédures, etc. Et comment, si les Américains se retiraient complètement ou se désintéressaient, on est capable de récupérer ce patrimoine, cet héritage. Comment se fait l'européanisation de l'OTAN? Elle se fait par un simple rééquilibrage, la notion de pilier, ou est-ce qu'on va plus loin? Mais là, c'est compliqué parce qu'on se retrouve aussi avec des pays, je pense à la Turquie, etc., qui compliqueront le process.
Le dernier point, c'est la BITD. On va évoquer cela, c'est évidemment extrêmement important. C'est la question de la préférence européenne, c'est la question de qui va être éligible au programme européen. Et on voit bien que dans la phase actuelle, on va être obligé d'avoir des cadres relativement souples. Je voyais qu'était évoqué, pourquoi pas, la possibilité d'avoir des coopérations avec des Canadiens en les autorisant à rentrer ou à participer à des appels d'offres pour des lignes de programme communs. Pourquoi pas. De toutes les façons, la problématique britannique fait qu'il est urgent d'avoir un accord de sécurité entre l'Union européenne et les Britanniques. Les divisions au sein de l'Union européenne font que, on l'a déjà vu sur les déclarations, on est obligé de laisser les Hongrois à la porte, donc que feront les autres? Donc il va falloir, c'est une tarte à la crème, je vois Nicole qui connaît ça depuis la nuit de l'Europe, que cette idée de géométrie variable, mais finalement, on l'a expérimenté à plein d'occasions dans le passé, quand on a créé l'OCAR, quand on a créé des cadres de coopération ad hoc. Si on veut être à ces rendez-vous que nous nous fixons nous-mêmes ou que l'histoire nous fixe, il va sans doute falloir être très adaptatif. Voilà ce que je voulais dire sur cette question européenne qui évidemment débouche immédiatement sur notre dernière problématique qui est la problématique purement française. Je te laisse la parole et puis je reviendrai moi sur les questions peut-être de plus de dissuasion nucléaire. Absolument. Peut-être plus succinctement et pour laisser la place aux échanges, mais je dirais que face aux défis actuels, la France, quand on regarde la France, c'est pas un hasard si tant d'Européens aujourd'hui se tournent vers la France pour lui demander quel est son plan, c'est que la France évidemment a tenu depuis des années. Évidemment, la figure du général de Gaulle ne peut pas ne pas être évoquée. Un discours qui la rendait intellectuellement équipée pour entendre, reconnaître la situation dramatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et les Français sont sans doute les seuls en Europe, je marque mes mots, y compris en incluant des pays qui pendant longtemps ont été neutres et normalement s'étaient préparés à ne pas dépendre d'autres alliés, mais malgré tout, quand on regardait la Suède et la Finlande, en fait, le niveau d'intégration avec les États-Unis, en dépit de leur intégration très tardive à l'OTAN, était très élevé. Et leur niveau de dépendance était très élevé. Ça ne veut pas dire que la dépendance française était faible, mais intellectuellement, je pense que les Français sont les seuls en Europe à ne pas voir leur monde complètement s'effondrer, même si c'est une chose de le penser et de le mettre en conclusion d'ouverture de certaines dissertations, et c'est une autre de le vivre effectivement. Pour autant, et c'est là où je pense qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, on n'est pas du tout militairement, capacitairement, industriellement équipé pour ça, et donc on a pendant longtemps tenu un certain discours en disant ça pourrait arriver, certes. C'est peut-être aujourd'hui en train d'arriver, mais on n'en a pas pour autant tiré les conclusions qui allaient avec. Peut-être les seuls au sein de l'OTAN qui l'ont fait, à part les États-Unis évidemment, c'est les Turcs qui, eux, ont aujourd'hui un appareil qui est peut-être et un système de défense qui est moins dépendant. Mais les Européens, au sens strict du terme, et France inclus, ne sont de fait pas militairement prêts pour affronter cette potentielle fracture transatlantique, encore une fois, qui peut prendre tout un tas de formes dans la mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on a fait en France pendant ce temps-là et depuis quelques années de lois de programmation militaire dites de réparation, et de réparation plus que de véritable remontée en puissance. On a fait trois choses. Je pense que la dernière LPM votée à l'été 2023, donc quand même après, plus d'un an après le déclenchement de l'invasion russe à large échelle de l'Ukraine, on a fait trois choses. D'abord, on a consolidé le socle
je pense que tu vas en dire un mot, le cœur du socle et qui a été remis d'une certaine manière au centre du système, c'est bien sûr la dissuasion nucléaire. Une dissuasion nucléaire centrée sur la défense des intérêts vitaux de la France, intérêts qui ont une dimension européenne, mais qui ne sont pas fondamentalement périmétrés sur l'Europe. Ils ont une dimension européenne, mais ça reste des intérêts vitaux de la France et une dissuasion nucléaire capable d'opérer en toute indépendance, au moins à partir de la décision de l'ordre et de la mise en œuvre. Ça coûte évidemment une partie du croît de la LPM actuelle, avec le renouvellement des vecteurs ASN 4G, M51.4, des porteurs, la tranche 5 du Rafale, demain le futur avion système de combat aérien, et puis évidemment les SNLE de troisième génération. Mais fondamentalement, on renouvelle à 1 pour 1 les capacités qui sont les nôtres et les engagements en termes de non-prolifération et de maîtrise des armements de la France font que l'arsenal n'a pas pour l'instant vocation à évoluer, toujours à estimer à moins de 300 têtes. Il y a une autre partie du socle un peu plus élargie qui inclut notamment la question des Outre-mer sur laquelle il y a un refinancement des infrastructures de défense qui était bienvenu, mais voilà, qui là encore tient les choses. Le deuxième grand poste de défense du croît de la loi de programmation militaire, c'est ce qu'on a appelé la cohérence, la remise en cohérence. Et là, on s'est rendu compte à quel point les forces armées françaises avaient été creusées de l'intérieur par 30 années de dividendes de la paix, et on avait rogné sur les formats, évidemment. Et une fois qu'on avait fini de rogner sur les formats, qu'on ne voulait pas descendre en nombre de régiments, en nombre d'avions de combat ou de grands bâtiments de surface, on a renié de l'intérieur, ce qui était sans doute le plus insidieux, c'est-à-dire sur les munitions, sur la préparation opérationnelle, sur la maintenance, ce qui fait qu'on avait des forces qui étaient effectivement parfois un peu squelettiques. Ça a été dit par plusieurs chefs d'état-major des armées respectifs qu'on était à l'os dans cette stricte suffisance. Et donc aujourd'hui, on essaye de remettre un petit peu de muscle et de chair sur le squelette, donc un effort sur les munitions, un effort sur la maintenance, un effort sur les budgets liés à la préparation des forces. Voilà. Avec tout ça, et ces cette presque centaine de milliards d'euros supplémentaires, vous avez le même format. Vous maintenez le même nombre d'avions, le même nombre de chars, le même nombre de soldats à quelques équivalents temps plein près. Et le troisième poste, c'était rester dans la course des technologies de rupture. Maintenir l'accès à l'espace et les dimensions spatiales, maintenir une certaine avance sur le cyber, se lancer dans la course à l'intelligence artificielle et aux technologies quantiques. Ça aussi, ça coûte quand même beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour continuer à accéder à l'état de l'art technologique. Et ça aussi, c'est des choses qui sont entrées dans la loi de programmation militaire. Je ne dis pas que c'est mal, je pense que tout ça est absolument nécessaire, mais ce qui est le cas, c'est qu'avec 113 milliards supplémentaires sur le cadre septennal de la LPM, vous remettez en cohérence un format qui reste le même et qui ne change pas fondamentalement votre gamme à un moment où l'environnement stratégique, du côté de l'Alliance, et on l'a dit, du soutien américain, mais potentiellement du côté de la menace aussi, avec une Russie qui, elle, a redoublé d'efforts sur sa dépense militaire. Le budget de la défense russe, on donne souvent à tort le chiffre en valeur autour de 150 milliards d'euros par an, est en fait à parité de pouvoir d'achat de l'ordre de 400 milliards d'euros par an, c'est-à-dire à peu près la dépense collective des Européens dans le domaine de la défense. Je dis à parité de pouvoir d'achat parce que le char russe et le soldat russe ne coûtent pas le prix
que nous payons un char français et un soldat français. Et je pense que quand vous regardez les capacités qui sont derrière, c'est absolument important. Donc voilà, c'est quelques points sur notre cadre national qui est, à mon avis, important à garder en tête à l'aune des objectifs et des défis dont on a discuté plus tôt. Alors, je reviendrai peut-être pour mettre un bémol au constat peut-être sévère pour la France. Je dirais, à chaque époque, on est amené à faire des choix et on a constaté, par exemple, à la fin de la guerre froide, on n'était pas très apte à faire de la projection extérieure. On l'a vu pendant la guerre du Golfe. On n'aurait pas perçu les dividendes de la paix qui étaient perçus par tout le monde, à commencer par les Américains. On aurait fait sans doute une erreur en gâchant de l'argent, en constituant des stocks inutiles pendant 30 ans. Donc, les choix ont été quand même des choix articulés. D'abord, ils ont été le choix que tu évoquais, de convertir une armée pour qu'elle puisse faire du maintien de la paix, des opérations extérieures, puisque c'était les priorités du moment. Qui ont permis à la France d'être aussi bien au Kosovo qu'après dans la lutte contre le terrorisme, ici ou là. Le deuxième choix, il a été le maintien des technologies. Alors, effectivement, on avait une armée bonsaï, mais parce qu'on ne perdait pas, ce qui avait déjà été le cas sous la guerre froide. Hein. On avait une panoplie complètement hétéroclite. Moi, je me souviens, Charles Matt est là, qu'au moment de l'engagement des avions, la guerre du Golfe, il y avait des vieux Jaguars, qui n'étaient pas up-to-date pour agir en coopération avec les Américains et les Anglais. Pourquoi? Parce qu'on avait fait le choix, en revanche, de ne pas interrompre la chaîne technologique de mise à jour de nos avions, de nos générations, les Mirages, après les Jaguars, après d'autres, etc., 2000, 2000-5, etc. Donc ça a été un choix. Ça a été un choix assumé de conserver l'autonomie des approvisionnements, c'est vrai, au détriment des formats d'armée, mais dans une période où il n'y avait pas de guerre. Donc, il y avait une forme de rationalité. Et ce qui n'a jamais été sacrifié, ça a été l'enchaînement, qui aujourd'hui constitue un atout pour la France que tu évoquais, sur lequel je vais revenir, ça a été la dissuasion nucléaire. On en est aujourd'hui, tu l'as rappelé, à envisager la troisième génération d'armes, mais il y a aussi une génération d'armes qui a été décidée dans les années 98, qui font qu'aujourd'hui, la France a la force de dissuasion, les deux forces de dissuasion nucléaire, aérienne et océanique, les plus modernes au monde, et envisage de se doter d'une troisième génération à l'horizon 35, avec les armes SNLE 3G, troisième génération, le M51 3 et 4, le Rafale F Standard 5 et ensuite peut-être le SCAF et la SN 4G hyper véloce. Donc c'est vrai que la France, quand on la compare à d'autres puissances nucléaires, n'a pas non seulement pas à rougir, mais elle est, par rapport aux Britanniques qui n'ont pas fait ces choix et qui ont connu une solution de continuité dans leur programme, ces choix étaient rationnels. Donc je le redis parce que oui, bien sûr, bien sûr. Les investis largement. Donc voilà, je le dis parce que c'est vrai que on a peut-être un discours quelquefois un peu dolosif. Non, c'était des choix assumés en fonction des circonstances. J'ai oublié le coût de la professionnalisation qu'il a fallu évidemment payer. Donc on n'aurait pas eu cette armée financée aguerrie si on n'avait pas, etc., etc. Donc ça, c'est pour mettre un peu un bémol. Alors après, évidemment, on se reposait aussi sur l'appui américain. Toutes les opérations, on ne pouvait pas faire sans. Et sur une coopération européenne qui n'a pas été à l'auteur. Mais rappelez-vous que les Français, que ce soit Maastricht, que ce soit Saint-Malo, que ce soit, ont cessé de rappeler aux Européens que il y avait des programmes qui devaient être collectifs, notamment dans la dimension spatiale, dans un certain nombre de grands programmes. Et malheureusement, les Européens n'ont pas été au rendez-vous. Il y a eu moins de programmes fabriqués en commun entre Européens qu'il y en avait dans les générations 70, 80, 90. Donc, on ne peut pas assumer on a notre part d'erreurs, mais on ne peut pas assumer aussi toute une série d'erreurs collectives qui faisaient que, on faisait comme les autres, on se reposait à la fois sur les moyens américains quand c'était nécessaire, et en espérant que soit complété par un effort européen qui n'arrive que maintenant, c'est-à-dire tardivement. Alors, je reviens juste parce que c'est le dernier débat qui agite un peu les plateaux, l'actualité, c'est la question de la dissuasion nucléaire. C'est vrai que la dissuasion nucléaire, on évoquait toutes les contraintes externes sur le budget, mais s'il y a une contrainte interne extrêmement forte, c'est la dissuasion nucléaire. C'est 12% ou 13% du budget de la défense.
c'est-à-dire 30% de son budget d'équipement, c'est-à-dire 7 milliards d'euros, 7 à 8 milliards d'euros par an. Donc évidemment, ça pèse énormément. Certes, on est au rendez-vous des dernières technologies, notamment je voyais les prouesses de missiles SN4G, hyper véloces, manœuvrables, etc., qui a peu de comparaison dans les forces. Donc, on n'a qu'à voir d'ailleurs les performances des missiles russes soi-disant manœuvrants, etc. Donc, mais c'est vrai qu'on a dimensionné notre dissuasion pour être de la dissuasion, c'est-à-dire pour assurer la survie de notre pays, être une garantie ultime. Ça fait très longtemps qu'on dit que cette dissuasion peut venir dans l'interprétation des intérêts vitaux, protéger les intérêts vitaux de partenaires proches. On l'a dit, c'est la déclaration de Chequers de Chirac. On n'imagine pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de la Grande-Bretagne sont engagés sans qu'il le soit. On pensait la même chose, même si les Allemands ne voulaient pas trop qu'on le dise en ce qui concerne l'Allemagne. Mais j'allais dire, ce n'était pas tout le monde, parce que quelque part, il faut une communauté, une intimité de destin. La dissuasion, ça implique que si vous utilisez l'arme nucléaire, vous prenez un risque, y compris d'être visé vous-même. Et donc, voilà. Et donc, on a joué complètement ce jeu de la dissuasion, d'abord pour nous-mêmes, ensuite en l'étendant possiblement à des intérêts vitaux de partenaires très proches, avec effectivement une dissuasion qui peut faire peur. Elle est dimensionnée, elle a été redimensionnée à 190-300 têtes, on a limité, mais ce sont des armes extrêmement lourdes. Et même si dans la doctrine, on a plutôt dit qu'on allait, parce que justement la période était plutôt pacifique, viser des centres névralgiques, c'était, imaginez ce que c'est qu'un missile nucléaire embarqué qui comporte plusieurs têtes, chacune tête de 100 kilotonnes, c'est-à-dire 10 fois Hiroshima. Il y en a 5 sur un missile, il y a 16 missiles à bord. Donc c'est pour dire que la menace était telle qu'elle doit effectivement dissuader d'attaquer. Et puis, on avait cette force plus versatile des faces, mais quand même, on est sur des 300 KT. Là, il n'y a qu'une tête, avec ses leurres, etc. Comment ? Oh, il y a un spécialiste là, mais vas-y, tu rediras si je vais. Et donc, c'est une dissuasion très forte et donc qui assume bien cette fonction. La question de l'extension de la dimension pose en réalité de la couverture à une dimension européenne de notre dissuasion, pose en réalité, à mon avis, deux questions. La première, c'est qu'elle ne se conçoit pas non adossée à une posture stratégique européenne qui implique de la dissuasion conventionnelle, des défenses antimissiles, des missiles conventionnels forts pour tirer dans la profondeur, des programmes spatiaux de détection, nous n'avons pas d'alerte avancée, etc. Et donc là, oui, on est tous réunis par une posture stratégique commune, on a les fondations, on a mis les murs, et effectivement, il peut y avoir à la tête de la dissuasion, une dissuasion européanisée, je ne sais pas comment l'appeler, avec les forces britanniques et les forces françaises qui font la toiture. L'un et l'autre, ça fait à peu près 500 têtes, c'est-à-dire à peu près un tout petit peu moins que ce qu'ont les Chinois aujourd'hui. Donc et si on rajoute les armes, c'est-à-dire sans prolifération horizontale, si on rajoute les armes de l'OTAN, il y a assez massivement pour exprimer cette pression de la dissuasion nucléaire. Donc là, c'est le premier volet. Mais donc la nécessité d'un adossement à une posture stratégique commune. La deuxième, elle est quand même, parce qu'on l'a vu dans le théâtre ukrainien, c'est que la dissuasion, elle a aussi un rôle gesticulatoire, elle a aussi un rôle de démonstration, elle a aussi un rôle de fixer les seuils et d'éviter les escalades dans les conflits. Ce qu'ont fait les Russes, dans un code, dans une grammaire extrêmement précise, qui est aussi celle de la guerre froide, c'est-à-dire qu'à chaque moment qu'il y avait risqué un dérapage à leur détriment, ils évoquaient la dissuasion nucléaire. Ils ont tiré un missile nucléaire sur Dnipro en novembre dernier, et bien, heureusement non chargé, mais pour dire qu'ils avaient les moyens, pour dire qu'ils avaient une catégorie de missiles que nous n'avons pas. J'y reviendrai. Et donc, cette gesticulation nucléaire a empêché deux choses. Entraîner dans la belligérance du côté ukrainien d'autres pays que l'Ukraine, être soutenus, mais elles ne sont pas rentrées dans la belligérance. Puis, le territoire russe n'a pas été ciblé par des frappes
sévère. Il y a eu des frappes sur le territoire russe. Il n'a pas été complètement exempt des faits collatéraux de la guerre, mais il n'a pas été une cible de la guerre, y compris dans les frappes dans la profondeur. Et regardez comment les Américains, les Européens se sont alignés systématiquement 2 pas derrière les Américains sur les livraisons d'armes, pour les Allemands pour les chars, etc., pour justement éviter de rentrer. Et puis ensuite sur le taux russe qu'ils n'ont jamais livré, etc. Donc on est resté dans un conflit qui, évidemment, a été, comment on dit, contenu. Donc ça joue. Et donc, c'est là où on peut se dire que la dissuasion française, même maintenant, même avant qu'on ait, etc., peut jouer un rôle d'affirmation d'une sorte de stratégie. On va l'appeler de déni d'accès, qui jouerait évidemment pour éviter des escalades dans la guerre. Encore faut-il sans doute envisager des adaptations. C'est ce que je disais. Il y a quand même dans notre gamme de missiles, dans les familles de missiles, des adaptations qui peuvent rendre plus difficile que d'autres des scénarios, tels que celui purement démonstratif et purement symbolique du missile russe Orachnik tiré sur la ville de Dnipro. Donc voilà, un débat, je pense qu'il faut, mais je pense que les clarifications sont quand même venues. La dissuasion, voilà, la détention des armes nucléaires, leur fabrication, l'ordre de tir, ça se partage pas. En revanche, ce qui peut se partager, c'est la consolidation d'une posture stratégique commune dans laquelle les forces nucléaires françaises et britanniques joueraient leur part, leur partition, et puis le développement d'une stratégie de délit d'accès à partir de ces moyens. Et je crois que du coup, on est, y compris, c'est rare qu'on parle de dissuasion nucléaire dans le débat public, c'est très rare. Parce que d'abord, il y a un consensus qui perdure depuis que la gauche s'est ralliée dans les années, à la fin des années 80, à la pertinence de la dissuasion. Donc, c'est... Ah, comment ? Oui, rapport Canapa, la commission Ernum. Enfin, bon, c'est l'élection de Mitterrand en 81 et la suite qui montre bien. Et donc, c'est un objet de consensus. Donc, toujours éviter, sur un sujet aussi important, donc les clarifications sont bienvenues, je dirais des tirages, des querelles qui viendraient au contraire briser ce consensus. Parce que la dissuasion, c'est toutes les formes de la crédibilité, y compris celle du soutien de l'opinion publique. Voilà, je crois qu'on est dans l'heure du questionnement. Et donc, les micros vont circuler. Monsieur, on prend 3 questions, comme à chaque fois. Les étudiants, vous pouvez aussi poser des questions. Et la dernière séance, on ne prend pas les étudiants en premier, on prend un peu tout le monde, mais je vous ai quand même à l'œil préparé vos questions. Alors. Bonsoir, messieurs. Vous avez évoqué une éventuelle force militaire franco-britannique, mais pas tout seul en Ukraine. Vous n'avez pas voulu rentrer dans les détails, mais j'aimerais bien que vous y rentriez un petit peu quand même. Donc, l'option très basse pour la France, ce serait de prendre ce qu'on a en Roumanie et de le mettre en Ukraine, mais ça fait un petit millier de Pax et puis une section Mamba. L'option très très haute, ce serait d'envoyer plusieurs brigades et peut-être faire de l'Ukraine une no-fly zone, mais là, ça paraît vraiment irréaliste. Donc, encore une fois, sans rentrer dans le boulon de 12, est-ce que vous pourriez esquisser le portrait robot de cette force et pas forcément en termes de volume de force, mais plus d'effets à obtenir? Il va le faire. Alors, une autre question. Un étudiante, monsieur, là, juste là. Et vous vous vouliez, c'est ça? Non? Vous grattiez le nez? Non, il y a monsieur qui est là. Voilà. Ma question, c'est, avons-nous en France, en plus de l'IRSERM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, un centre expert d'anticipation stratégique. On est face à une paroi. Est-ce qu'on va être somnambule comme les 2 guerres mondiales? On va avancer sans se poser la question d'où on est parti. Vous dites qu'il faut des armes, il faut des troupes françaises, que dit Macron, mais est-ce que l'histoire va bégayer? Qu'est-ce qui s'est passé au Liban? 58 morts en français militaires, 230 Américains par un terrorisme. On n'est pas à l'abri d'une telle anticipation. Pour le nucléaire, il y a des chiffres. 2500 armes nucléaires en préalerte sur 15 minutes. Depuis 75 ans, depuis Hiroshima, Nagasaki, on a eu 15 quasi-accidents qui pouvaient entraîner
une détonation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est McNamara qui l'a dit après la crise de Cuba. Donc ma question elle est simple. Est-ce que vous pensez que la France, plutôt qu'elle aille, comme vous dites, à un consensus, il n'y a pas vraiment de consensus, est-ce qu'elle n'a pas une carte à jouer dans le contrôle et la limitation des armes nucléaires, comme a fait Gorbatchev et Reagan à Reykjavik en 1986? Ils avaient fait une opération de diminuer de 60 000 à 15 000. Est-ce que la France, avec ce qui vient de se passer à Bangkok et à Mandalay, ne serait pas une force de bateaux, hôpitaux au service de l'humanité? S'il vous plaît, terminez votre intervention. On a compris votre question, on va y répondre. Très bien, il y a monsieur qui est là. Allez-y. Vous voulez prendre Oui. Pour nous décentrer un tout petit peu du conflit ukrainien face au repli américain, vous avez évoqué la situation avec la Turquie, les rapports avec la Turquie. Est-il vraiment possible d'évoquer la relative autonomie et production militaire turque croissante comme un atout et allié à développer vis-à-vis de l'Europe et de la France, eu égard aux velléités d'Erdogan, plutôt nostalgique de l'Empire ottoman, sa contestation de la souveraineté maritime grecque, eu égard au partenariat stratégique franco-grec de 2021 contre l'Arménie, absence de relations diplomatiques avec l'Arménie et soutien actif à l'invasion de l'Azerbaïdjan, eu égard à la position croissante et concurrente de la Turquie avec le marché de l'armement français, notamment vente au Qatar et à l'Arabie Saoudite. J'ai lu votre dissertation sur la Turquie. Les positions islamistes d'Erdogan et la réticence turque à l'entrée des pays nordiques à l'OTAN aussi. D'accord, merci beaucoup. Je te laisse la première. On prendra d'autres questions après. Alors, bien sûr. Alors, vas-y, on répond. Franco, alors, sur la force en Ukraine, bon, il y a beaucoup de choses qui sont évidemment encore en discussion. On le sait, les deux chefs d'état-major français et britanniques doivent se rendre en Ukraine pour discuter de ce qui est faisable. Sur les options de la moins-disante à la mieux-disante, je ne pense pas du tout que l'option de déployer un dispositif type Force Aigle en Roumanie, juste de faire franchir la frontière, soit aujourd'hui considérée comme satisfaisant, dans la mesure où, encore une fois, si on écoute ce qui a été évoqué par le président de la République, s'il s'agit de dissuader la Russie ou de décourager la Russie de reprendre une invasion, c'est effectivement sans doute pas avec un bataillon, aussi aguerri soit-il, que ça va dissuader. Donc, après, vous avez le format dit tripwire, c'est-à-dire de fil déclencheur, où vous dites, bon, bah voilà, on a un certain nombre de piétons imprudents qui se trouvent être sur le chemin des bolides, et si vous les écrasez, vous pouvez le faire, mais ça va avoir des conséquences politiques, et compter là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est bien sur quelque chose qui soit non pas uniquement politiquement, mais aussi militairement crédible que les options s'orientent, ce qui évidemment les rendent plus importantes. Il y a l'option aérienne uniquement sur une zone d'exclusion. J'ai évoqué les modèles de Southern Watch, Northern Watch, qu'on avait vu en Irak. C'est quelque chose qui a été évoqué depuis longtemps, qui pourrait éventuellement être mené depuis les pays voisins, la Pologne et la Roumanie, ce qui présente évidemment certains avantages en termes d'absence d'engagement au sol. En même temps, si vous voulez une permanence aérienne sur un territoire de la taille de l'Ukraine, même si vous voulez couvrir qu'une partie, la partie la plus occidentale de l'Ukraine, ça va mobiliser un nombre conséquent d'avions de combat, surtout si vous les mettez à distance relative du théâtre avec du ravitaillement au vol, etc. Ça pose la question de certaines capacités critiques dont nous avons en faible nombre, comme les avions AWACS, les avions de guet aérien, évidemment les questions de renseignement, des systèmes de vision de l'espace aérien de bataille qui passe aujourd'hui par l'OTAN très largement, donc l'accès quand même à certaines capacités. Je pense que ça, c'est l'option la moins disante.
si on voulait avoir un déploiement. Ça n'empêche dans tous les cas que le jour où ce déploiement est testé par la Russie, il va falloir être capable d'intervenir. Et si vous avez une zone d'exclusion aérienne et que la première nuit, vous avez une salve de 200 Shahed, comme les Russes le tirent toutes les nuits en ce moment en Ukraine, ça peut pas uniquement passer par l'interception de ces 200 Shahed. On a vu ce jeu-là dans la mer Rouge, quand il s'agissait d'intercepter les missiles Houthis, que ça peut pas être strictement défensif. Donc il va falloir jouer aussi sur l'imposition du coût et donc la capacité aussi à neutraliser ou en tout cas à répondre mesure pour mesure à des éventuelles provocations russes. Et ça entraîne une dynamique où l'absence de force au sol ne devient plus forcément un atout parce que ça peut nuire à certains points de crédibilité, mais c'est évidemment des choses à regarder politiquement. Sur le plan d'une force plus robuste, voilà, moi ce que j'ai évoqué à titre purement personnel, c'était une force de 3 à 5 brigades mobiles qui seraient déployées en arrière du front et capables de se porter sur une éventuelle percée en cas de violation massive de l'accord. Il ne s'agit pas de les déployer sur le front, de les laisser se faire entraîner dans les violations quotidiennes d'un cessez-le-feu comme on l'a vu entre 2015 et 2022 avec des tirs de mortier, des raids de commando ou des agressions électroniques, mais vraiment d'être là en cas d'une violation massive, c'est-à-dire de la reprise d'une invasion à large échelle. Là, ça pose évidemment la question de génération de force et du périmètre de cette coalition. On parle effectivement entre 10 et 20, 25 000 hommes dans ce cas-là. Et c'est, à mon sens, à la portée des grandes puissances européennes. Si vous mettez la France, la Grande-Bretagne, la Pologne et puis les alliés les plus capables et volontaires du côté des Nordiques et de quelques autres, néerlandais, belges, etc. Je pense que c'est faisable en termes de génération de force, a fortiori sur la Turquie. Ce qui m'emmène à l'autre question, mais pour autant, c'est loin d'être évident. Et évidemment, si vous enlevez quelques gros contributeurs, ça devient très vite difficile à jouer. Je vous le cache pas. C'est pas forcément difficile à déployer une fois, mais à tenir une force dans la durée, car cette force serait sans doute amenée à être maintenue dans la durée. C'est surtout ça le plus difficile, est d'avoir sa cohérence en termes de suite logistique. La question sur la Turquie, bon, j'ai pas l'habitude d'être le défenseur d'un partenariat avec la Turquie. J'entends tous les points qui ont été évoqués. On pourrait rajouter évidemment les trajectoires en termes de politique intérieure récente de la Turquie qui pose cette semaine même ou la semaine dernière des questions extrêmement sérieuses sur la nature de nos relations avec ce pays. Il ne s'agit pas d'être naïf, il s'agit de regarder sur cette question spécifique de l'Ukraine, ce que la Turquie peut contribuer de manière positive. Voilà, la Turquie est un pays riverain de la mer Noire, est un pays qui a su accessoirement se faire respecter, gérer des dynamiques d'escalade avec la Russie par le passé. Je pense notamment sur le conflit syrien. S'il y a un pays qui a abattu un avion russe en dehors de l'Ukraine ces 10 dernières années sans pour autant se retrouver dans une crainte de l'escalade, c'est la Turquie. Je pense qu'il y a des choses à regarder sérieusement. Ça ne veut pas dire, évidemment, que ça passe par une révision à la baisse de nos garanties à la Grèce, de les désaccords qui peuvent être légitimes sur d'autres sujets, mais évidemment, compte tenu de sa position, y compris pour sa capacité d'ouvrir ou de fermer l'accès maritime au bassin de la mer Noire, qui changerait considérablement les choses si les pays de l'OTAN, et encore une fois, la Turquie a aujourd'hui une interprétation excessivement restrictive, je pense, de la Convention de Montreux, puisque les pays de l'OTAN, n'étant pas partis au conflit, devraient pouvoir continuer à accéder au bassin de la mer Noire. On n'est pas belligérant en Ukraine, comme l'a évoqué Louis. Aujourd'hui, nous sommes fermés par la Turquie. On pourrait discuter. Ça peut être, à mon avis, un sujet de discussion avec Ankara. Donc voilà, moi, je serais malgré tout
pour un pragmatisme prudent de l'engagement avec la Turquie, sans pour autant, encore une fois, fermer les yeux ou être naïf sur la trajectoire de ce pays. Et c'est autre chose que de dire qu'on a un destin commun, mais un point de convergence ponctuelle sur ce sujet-là ne ferait, à mon avis, pas de mal. Je te laisse la large question. Oui, je rebondirai pour le pragmatisme, réalisme de la relation avec la Turquie dans les circonstances actuelles. Bon, après, c'est vrai qu'on était sur un cycle sur les alliances. Les alliances, on l'a répété plusieurs fois, il faut avoir quelque chose à partager ensemble. La première, généralement, c'est une même vision de la menace. La deuxième, c'est une même vision des alliés avec qui nous sommes. Et le troisième, c'est le même partage des valeurs. Donc, dans le cadre d'un reformatage des alliances, ces questions se reposeront forcément, naturellement, la Turquie. Monsieur, on ne désinvente pas la bombe. On aimerait bien, mais malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, ce sont des générations d'armes nouvelles qui ont dépassé les anciennes. Donc, peut-être qu'un jour, il y aura des capacités de neutraliser, de détecter plus tôt et donc de rendre inutile. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est plutôt le risque d'une prolifération, d'une course vers ces armes nucléaires. Il y a raison de dire que les Européens sont peut-être encore les seuls à la fois à constater ce que j'ai dit, c'est-à-dire que leur défense suppose, et notamment pour les deux pays qui en disposent, d'intégrer comme un facteur, comme une garantie, comme une assurance ultime, majeure, les armes de dissuasion nucléaire. Et évidemment, dans ce monde qui se dérégule, de se préoccuper, en tout cas du problème de non-prolifération nucléaire et de la problématique encore plus lointaine de l'arms control et du désarmement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais, et donc, je vais passer la parole à monsieur. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je voudrais revenir sur la parution du livre blanc que la Commission européenne a fait paraître le 19 mars dernier. Et dans le chapitre, enfin, dans le paragraphe sur le soutien militaire à l'Ukraine, il est fait mention à 2 reprises de la stratégie du porc épic. Est-ce que vous trouvez ça judicieux? Et quelles vont être les implications en termes capacitaires, en termes industriels pour les pays membres et en particulier pour la France? Merci beaucoup. Il y a une question ici devant. Ah, vas-y. Moi, je voudrais vous interroger sur l'agressivité des États-Unis à l'égard de l'Europe. Parce qu'il me semble qu'il y a une contradiction dans vos propos à tous les deux. C'est-à-dire, vous montrez bien d'un côté que l'Amérique a pris le parti de la Russie contre l'Ukraine, d'une certaine façon. Mais après, quand vous parlez de forces de réassurance ou de défense européenne ou même de dissuasion française élargie, vous en parlez comme si l'Amérique n'existait plus, comme si elle n'était plus un acteur de ces projets. Or, moi, il me semble que si Donald Trump reste au pouvoir ad vitam aeternam, comme il a l'air de vouloir le faire, il nous empêchera de faire tout ça, et la force de réassurance comme les Russes, et la défense européenne, et encore plus la dissuasion élargie. Et donc, comment on répond à ça? Je passe la parole à monsieur juste derrière. Je vous prendrai, j'ai vu, là, il y avait plusieurs questions, on les prendra après. Bonsoir, merci beaucoup pour cet échange. À l'occasion des 3 ans du début du conflit, la rencontre entre le président Trump et le président Zelensky a été pour le moins mouvementée, le premier qualifiant le second d'ingrat. D'un autre côté, le président Poutine ne cesse de réaffirmer que le président Zelensky est selon lui illégitime et qu'il est impossible ainsi de négocier avec lui. D'où ma question, à quel point peut-on s'attendre à une négociation entre la Russie et les États-Unis qui exclurait l'Ukraine et donc ses intérêts? Je vous remercie. Vas-y, Edouard. Je vais prendre les 2 questions, celle de Nicole et la dernière ensemble, d'une certaine manière, puisque on a effectivement... à quel point peut-on s'attendre à une négociation directe entre les États-Unis et la Russie?
on a pu à s'y attendre, elle a lieu. Et le dialogue est engagé, hein, si je puis dire. Il suffit de voir les déplacements de M. Witkoff ces derniers temps, et à Moscou et en Arabie Saoudite. Pour autant, on voit que, en dépit de l'adoption du narratif russe par la Maison-Blanche notamment, la volonté de mettre entièrement l'Ukraine de côté n'est pas totale. Il y a un engagement aussi avec l'Ukraine et un jeu ukrainien qui est plus nuancé et subtil qu'il n'y paraît, puisque malgré tout, ils ont bien réussi à démontrer que la paix ne pouvait pas leur être imposée et qu'ils ont une capacité à continuer à se battre, y compris avec une aide américaine réduite à 0. Ça a été le cas pendant quelques semaines seulement, mais malgré tout a montré qu'il n'y avait pas d'effondrement moral et militaire complet. Évidemment, l'Europe a un rôle considérable à jouer dans ce renforcement de la main ukrainienne et dans cette capacité ukrainienne à ne pas se laisser imposer absolument n'importe quoi, et ça va être un petit peu comme pour le reste. Les Américains, ou en tout cas l'administration Trump, va se rendre compte petit à petit que elle n'a pas toutes les cartes en main pour imposer la paix telle qu'elle l'imagine. C'est comme, je puis dire, quand Donald Trump nous dévoile son projet pour Gaza, assez rapidement on se rend compte que s'il n'a pas la volonté lui-même d'y aller, de faire les choses, ce qui n'est évidemment pas le cas, il va pas tout d'un coup de baguette magique faire adopter sa vision par les acteurs de la région. Donc je pense que il faut pas surestimer la capacité américaine à empêcher certaines choses, d'autant plus cette administration-là qui a une vision quand même un petit peu restreinte et limitée des intérêts et une capacité d'attention assez limitée aussi sur les sujets. Face à ta question, Nicole, sur l'agressivité américaine, évidemment, si on rentre dans un scénario où c'est plus un désintérêt américain, mais une hostilité active des Américains à ces projets de garantie de sécurité, les choses vont devenir très très compliquées. Et faire sans les Américains, c'est une chose. Faire contre une opposition active des Américains, ça rend les choses très compliquées. Et je pense qu'on aura du mal à le faire. En tout cas pour l'Ukraine, ça ne veut pas dire que pour le reste de certains sujets européens, et évidemment pour les intérêts vitaux de la France, on ne puisse pas faire compte. Je pense qu'on peut le faire, mais ça réduit massivement notre capacité d'action. Pour autant, je ne pense pas qu'on y soit aujourd'hui. Et les signaux, y compris, alors, il y a la rhétorique, il y a celle de Donald Trump, celle de J.D. Vance. Les signaux qu'on a en deçà de ce grand bruit médiatique sont quand même plutôt à allez-y seul, et on verra après, il est hors de question que vous y alliez. Le problème, et là où je te rejoins, c'est que plus le temps passe, plus les émissaires américains s'imbibent du narratif russe, plus le risque est grand que effectivement ils évoluent vers une idée d'un accord à tout prix, et que si la condition c'est d'obtenir des Européens qui ne fassent rien, c'est un risque considérable. Et c'est pour ça que je pense que les Européens doivent bouger relativement rapidement, si ce n'est le plus rapidement possible, pour changer d'abord la perception que les Américains ont des Européens, qui aujourd'hui est une perception d'acteurs faibles, incapables de changer les choses, et donc de faire nous aussi des faits accomplis, de créer un fait accompli, à mon avis, changera la perception que la Maison-Blanche a des Européens, changer l'équation du problème, mais ça implique de prendre des risques, évidemment, et donc il n'y a rien de gratuit, mais profiter finalement du flot de la dynamique actuelle. C'est pas forcément ce qu'on voit avec le ballet diplomatique, même si je pense que les choses progressent derrière
derrière l'apparence sur place. Sur la dernière question, je m'arrêterai là sur la stratégie du porc épic. Je pense que c'est le plus petit dénominateur commun que les Européens ont aujourd'hui pour définir la stratégie d'aide à l'Ukraine, c'est-à-dire de dire continuons à les aider et aidons l'Ukraine à se défendre elle-même. Je pense que les limites de cette stratégie, on les a tous compris. Maintenant, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus pour sortir, dans le cadre d'un document tel que le livre blanc produit par la Commission, pour aller au-delà. Je pense que ce qui pourrait aller au-delà, les forces de garantie ou d'autres initiatives se feront dans le cadre de coalitions ad hoc, mais la stratégie de maintien d'une défense à l'Ukraine doit être et continue à être validée au niveau européen. Et je pense que c'est une bonne chose, mais ils ne disent pas que ça doit être la seule et l'unique. Ça fait partie du dispositif, et c'est ce sur quoi les Européens, dans le cadre UE, sont capables de se mettre d'accord. Il peut y avoir d'autres choses en dehors. Merci. Je prends 3 questions. Alors, j'avais monsieur là devant pose la voilà ici, ensuite un étudiant et ensuite. Oui, juste une question courte sur les Britanniques. On a dit que les équipements militaires britanniques étaient très dépendants des États-Unis, que peut-être dans certains cas, ça pourrait signifier, avec la volonté des États-Unis, des avions cloués au sol ou autres. Donc, est-ce qu'on peut vraiment ajouter les forces britanniques aux forces françaises et européennes? Ça, c'est la première question. Et en conséquence, est-ce que l'Europe ne serait pas condamnée finalement à s'appuyer militairement sur un pays comme la Turquie pour faire une masse critique par rapport à la Russie? Merci, monsieur là-haut. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, allez-y. Donc on a depuis quelques semaines, quelques mois, l'impression de certains triomphes de l'idée d'autonomie stratégique en Europe, la position française. Vous l'avez dit, aujourd'hui on a un moment avec la situation en Ukraine pour la défense européenne, le moment historique on va dire est là, mais il y a eu un moment assez similaire à 70 ans qui était la CED, qui était un échec pour des conditions qui sont évoluées. Et qu'est-ce qui garantit en fait, c'est ma question, qu'est-ce qui garantit qu'en fait on n'a pas juste actuellement une crise transatlantique qui finira peut-être à un certain moment à une résolution et un renforcement de l'OTAN, ce qui a pu survenir plusieurs fois dans l'histoire. Voilà. Qu'est-ce qui garantit que c'est vraiment un moment de la défense européenne et pas simplement une situation comme ça conjecturale qui peut en fait évoluer et donner finalement un retour voilà. Très bien, monsieur. Une question courte. On a parlé beaucoup de nous, très peu de la Russie et du régime de Poutine. Vous avez indiqué que leur budget militaire serait d'environ 400 milliards. Question courte, donc le régime de Poutine peut-il survivre à une paix quelle qu'elle soit? Peut-il arrêter le train qu'ils ont démarré? Merci beaucoup, Elie, parce que Je l'ai promis qu'on le libère que je m'éclipse. Un peu frustré parce que comme il faut recommencer l'année prochaine, ça. Voilà. Non, mais je laisserai Louis conclure. Sur la crise transatlantique comme une autre, réponse très courte. Je pense que, au contraire des autres crises transatlantiques, et vous avez raison de pointer du fait qu'il y en a eu un certain nombre, ce qui se joue aujourd'hui, et je ne dis pas que cette crise n'est pas encore arrivée à son terme, mais on ne sait pas quelle est l'équation finale qui sortira du débat qui a été ouvert, encore une fois, d'une certaine manière, par Pete Hexes à Bruxelles il y a un mois. C'est l'idée même de la contribution américaine à la défense de l'Europe qui est aujourd'hui remis en question, en tout cas de la contribution à la défense conventionnelle de l'Europe. Pour l'instant, la dissuasion nucléaire élargie américaine n'est pas sur la table. Si la défense conventionnelle tombait en deçà d'un certain seuil, la crédibilité de la dissuasion élargie, à mon avis, serait impliquée. Mais voilà, la différence, ce qui garantit, alors vous me demandez qu'est-ce qui garantit, c'est pas une question de savoir si ça garantit ou pas, c'est qu'est-ce qui fait la différence, c'est que la confiance ne se perd qu'une fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé le doute,
sur l'idée même qu'il puisse y avoir une contribution. C'est pas est-ce que les Américains veulent nous emmener dans des aventures qui sont trop loin de nos bases, comme en 2003, ou d'une certaine manière le débat qu'il y avait sur l'Indo-Pacifique encore il y a quelques mois. Et c'est pas les modalités de franchissement du seuil comme dans la crise des euromissiles ou dans le débat sur la réponse flexible dans les années 60. Là, c'est vraiment l'idée même de savoir est-ce qu'ils considèrent encore que la défense de l'Europe est un intérêt stratégique essentiel. Est-ce que ou est-ce qu'on passe sur un monde des sphères d'influence et ce qui n'est pas dans les sphères d'influence, j'avais un collègue de l'Union européenne là, qui disait la sécurité comme un service qui se monnaie. C'est ce que dit Donald Trump. Il dit, moi, j'ai pas d'intérêt particulier à vous défendre, mais si vous payez bien, je peux vous défendre. J'ai un bel outil de défense. Voilà combien ça coûte. Et il faut payer mes soldats. Il faut payer les bases sur lesquelles vous voulez que je vous déploie, etc. Et ça, c'est ce que Trump disait déjà dans le premier mandat. Et ça, c'est un regard totalement différent sur la sécurité et le rôle des Américains dans la sécurité de l'ordre international. Si on bascule vraiment sur ce monde-là, encore une fois, il le dit. Pour l'instant, il ne l'a pas encore fait, donc c'est dans cet étau que l'on est. Je pense que la crise ne sera pas d'abord que transatlantique, et elle ne sera comme aucune autre, parce que c'est la vision même de l'ordre international qu'il s'agit. Sur les dépendances britanniques, pour moi, elles sont réelles, mais elles ne remettent pas en cause la place, malgré tout, majeure de l'outil de défense britannique en Europe et de l'influence militaire britannique en Europe qui mérite malgré tout d'être salué en dépit des faiblesses. Et je te laisse compléter et répondre à la troisième question. Non, je prends là aussi en rebond à ce qui a été dit. D'une certaine manière, les Américains se mettent au moins autant au pied du mur qu'ils ne mettent les Européens au pied du mur. C'est-à-dire que pour qu'une stratégie de zone d'influence marche, il faut encore avoir de l'influence. Et donc, si on est fâché avec ses alliés, on diminue sa capacité à les convaincre. Regardez par exemple les doutes qui se sont instillés sur la libre utilisation du F-35. Regardez, donc, il y a déjà un effet complètement négatif de pollution. Sur la dissuasion, si les Américains, qui c'est vrai dans toutes les discussions, ont laissé plutôt à l'écart, ils vont être obligés, au contraire, de redonner des engagements ou au contraire de laisser plutôt les Européens réenvisager cette posture stratégique qui peut impliquer les armes nucléaires. C'est la même chose, je dirais, en Asie. Il y a des effets, on ne l'a pas du tout évoqué, c'était mal autre sujet, mais il y a tout aussi une contamination en Asie. Alors là, sur une stratégie qui est beaucoup plus problématique, parce que c'était leur stratégie maritime. En Europe, ils avaient une stratégie continentale autour d'une alliance très structurée. En Asie, ils ont des accords bilatéraux qui sont chevêtres, mais qui posent toute une série de questions face à leur adversaire principal et à une menace directionnelle qui est la Chine. Quant à Poutine, je dirais, au fond, la question, il y avait une réponse dans votre question. C'est sûr que il y a aussi la sauvegarde de son régime à travers cette guerre et la continuation de cette guerre qui doit se terminer à son avantage. Et c'est pour ça que les conditions de la cessation des hostilités et la manière dont les Américains semblent lui assurer une victoire politique va pas dans le sens de la déstabilisation de son régime très cadenassé, très corseté, etc. Ce qui serait différent si évidemment il ne sauvait pas la face indépendamment du nombre de morts, évidemment, du côté russe qu'on a déjà évoqué. Écoutez, je laisse partir et on applaudit très fort. Désolé de devoir partir comme ça. Désolé. Non, je suis sûr qu'il va revenir l'année prochaine. On trouvera bien une façon de... Voilà, merci. Et moi, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Le thème du prochain cycle n'est pas encore choisi. Donc, on vous l'indiquera le moment venu. À bientôt.